la grâce de voir cette nouvelle semaine qui commence et j'espère qu'elle commence bien à votre niveau. Bonsoir à tous, merci de choisir BFA, merci d'être fidèles au Loft. Vous le savez, c'est un réel plaisir de vous retrouver chaque semaine pour encore ensemble échanger, apprendre et surtout passer d'agréables moments. On est lundi et aujourd'hui, on va essayer de se partager des pratiques, des connaissances à tout niveau, mais surtout on a un invité qui va nous faire explorer son univers en fait dans lequel il explore l'univers des autres. Vous allez comprendre de quoi on parle dans quelques instants. En attendant, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à ceux qui sont sur ce plateau avec moi. Je vais faire les choses bien cette fois-ci, je ne vais pas le faire en anglais, je vais le faire en français. Essayez de rester zen, stoïque, de bout en bout, parce que ce soir, vous le savez, je suis en compagnie de la très charmante, très pétillante et très enrhumée ce soir, Daisy. Bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Aujourd'hui, là, sincèrement, il n'y a pas envie de chocolat. Hein? Comment tu vas? Mais en fait, le truc, c'est que ton rhume rend ta voix suave et sublime. Mais ça me rend aigri, donc j'ai même pas envie de chocolat matin. Mais non. Le soir, là. C'est pas grave, on comprend. Je vais bien. À part ce qui ne va pas. Très enrhumée. Mais magnifiquement belle avec mon rhume. Absolument. Merveilleusement. C'est ce qu'il faut retenir. Alors, il paraît que... Alors, les hommes vont dire qu'on profite de leur absence. Bon, on va quand même... Il paraît que les hommes supportent moins le rhume que les femmes. Je sais pas. On tombe sur cette caricature, hein, tu vois, la femme qui a enrhumé. Je n'ai pas vécu avec un homme qui a eu le rhume pour expérimenter cela. D'accord. Mais je crois ce qu'ils l'ont dit. Ça doit être certainement vrai. On a la chance les hommes ne supportent rien déjà. Oh là là. De tout ce que les femmes peuvent supporter. C'est tellement fragile. Ça, c'est connu. Ce jour, les sexes forts. Mais en les sexes faibles. En réalité. Mais on n'est pas que deux. Hein. Il ne faut pas plus qu'on impressionne notre invité avant qu'il ne soit vraiment là. Acquis de droit. Bref. Ce soir, nous avons le plaisir, on vous l'a dit, hein, de recevoir une personne qui explore l'univers des autres endroits, qui nous invite dans sa manière de voir et de vivre les choses. À travers sa plume, nous avons le plaisir de recevoir pour vous ce soir un écrivain, et pas la moindre, puisqu'il s'agit de Monsieur Cheikh Omar Zoré. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Oui, je vais très bien, et vous-même? Ça va très bien. Oui. Avec vous, ce soir, on va découvrir 2 de vos œuvres. Ok. Et en attendant, on a prétendu avancer des choses, Daisy et moi, oui. sur les... Et comme vous êtes là, okay. Vous allez répondre à l'heure. Souvent, on le voit. Je crois que c'est vrai. Parce que j'ai vu. Tu sais, quand tu as un frère qui a le rhume, il est au bout de sa vie, il est malade, il ne se sent pas bien, il a mal à la tête. Tu as l'impression qu'il va mourir demain. Alors que... tu as une femme qui a rhumé, qui vient au taf, qui va se lever faire la cuisine, qui va faire le ménage, et puis qui va gérer. Mais le mec, il est couché, il ne se sent pas bien, il a froid, il grelotte. À la rigueur, tu as envie de le donner à tété, moi tu penses même il a pitié de lui, il Extraordinaire. souffre, c'est le bout de son existence. Est-ce que c'est juste une impression où vous n'exagérez pas un peu quand vous êtes enrhumé, messieurs? Bon, bonsoir à tous les spectateurs qui nous font l'insigne honneur de nous recevoir chez eux. Bonsoir à nos chers FDS et VDP engagés sur les différents fronts pour que le Burkina ne tombe pas. Et bonsoir à vous, mesdames. Je suis le seul homme parmi vous. Oui. Donc, je vais essayer de défendre un peu notre genre. C'est bon, c'est bien de commencer par dire essayer. Non, mais ne défendez pas, dites la vérité. Vous savez, face aux maladies, les hommes souvent sont de gros bébés. Surtout quand nous avons de charmantes dames aux côtés de nous. Ah, donc vous faites exprès. Non, mais en fait, ce monsieur-là, on ne tirera rien de lui. Non, c'est clair. Il suffit de voir les sujets sur lesquels il écrit. On ne tirera rien de lui, en fait. Il se fait toujours systématiquement l'avocat des femmes. T'as vu? D'ailleurs, pour nous faire genre Bruce, il a commencé par être... Voilà, il est sorti genre, tranquille. On va les mélanger avant de revenir. Voilà, avant de revenir. Mais nous, on reste concentrés. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est un plaisir. Ok, en tout cas, on va comprendre, on va ensemble essayer de comprendre pourquoi un monsieur choisit d'écrire sur des thématiques qui concernent principalement, parce que je ne vais pas dire exclusivement, parce que tout ce qui touche à la femme touche à toute la société, mais je veux dire principalement et directement les femmes, et qu'il arrive à le faire bien, comment, pourquoi, d'où ça vient.
On en parlera. D'accord. On parlera également de mon expérience de lecture. Ok, ok. D'accord. Mais en attendant, aujourd'hui, on vous l'a dit, on a prévu pour vous un petit contenu. On va se partager ça dans un premier temps. Dans la première rubrique sur les astuces, Lizou va nous partager ses astuces à elle pour bien gérer le temps. Ensuite, dans la partie Money and Success, on va s'intéresser à nos tout petits, aux enfants. Comment faire l'éducation financière des enfants. En tout cas, comment vous y prenez. Par exemple, comment on s'y est pris avec nous. Et puis, est-ce que ça marche ou pas. Et enfin, on va entièrement et totalement nous consacrer à nos deux ouvrages ainsi qu'à leur auteur sur ce plateau. Il s'agit du Témoin ou de Le Témoin, parce que le titre c'est Le Témoin, Oui. et Cicatrice. Donc c'est parti pour la toute première rubrique, Tips and Tricks. Alors, on a généralement entendu le dire, hein, time is money. Le temps, c'est de l'argent. Également, le temps, c'est un long fleuve tranquille qui s'écoule inexorablement, inarrêtablement, sans tenir compte de ce qui arrive dans notre vie. Elle suit le fil de son écoulement sans jamais s'arrêter. Mais nous avons besoin de composer avec lui pour, comme on le dit, réaliser des choses dans un laps de temps, si je peux me le permettre, bien défini. Voilà pourquoi une journée, par exemple, contre 24 heures. Qu'est-ce qu'on peut faire en 24 heures? Comment optimiser ce temps qui nous est imparti, sachant qu'en principe, si on a la chance de voir le lever et le coucher, on a tous le même nombre de minutes dans le panier. Comment on fait pour gérer convenablement son temps? Comment tu fais, toi, Daisy? Merci déjà. Je vais me baser sur ma propre expérience, espérant que cela puisse aider d'autres personnes à pouvoir gérer leur temps. Dans un premier temps, moi, quand j'ai un programme, par exemple, sur la semaine, je les répertorie dans un calepin, selon les lieux, les heures, et je les classe en fonction. Par exemple, je prends la journée de demain. Si j'ai un programme qui est établi entre aller faire les courses, revenir préparer, avoir un rendez-vous à 10 h, à 14 h, un autre rendez-vous, je les répertorie par ordre. Voilà. Par exemple, je finis de préparer, je sais que j'ai un rendez-vous à BF1. OK? À 10 h, par exemple. Je prends la route à 9 h. Tout en prévoyant qu'il puisse avoir, par exemple, une crevaison pour ne pas rater mon rendez-vous. Je le fais comme ça. Et ensuite, mon deuxième rendez-vous, c'est à 12h30, par exemple, à Nagrin. Donc, de BF1, c'est sur la même ligne, en fait. Voilà. Donc, il faut prendre les choses qui vont sur la même ligne, les établir et finir avec elles et entamer une autre chose. Maintenant, pour le mois, on a souvent des programmes établis, par exemple, sur un mois. Comme je l'ai dit, il faut les répertorier dans un calepin avec les heures bien définies. Déjà, ça nous permet de ne pas oublier à faire quelque chose qu'on avait prévu de ça. On commence par ordonner cela. Après, maintenant, voilà, on anticipe. Il faut savoir anticiper sur le temps. Voilà, donc ça fait que moi, je suis une personne, généralement, j'aime être à l'heure dans tout ce que je fais. J'aime également accomplir ce que j'ai prévu de faire dans la journée. Donc, ça fait que je m'organise très bien pour vraiment arriver à faire tout ce que j'avais prévu pour la journée. Donc, ça demande une certaine organisation, une certaine discipline et de la rigueur surtout. Voilà. Et une lève tôt ou une lève tard? Ça dépend. Moi, je peux être une personne qui fait une grasse matinée 7 jours sur 7 quand cela n'implique pas que j'ai quelque chose à faire. Naturellement. Mais si j'ai quelque chose à faire, quelle qu'en soit l'heure de cette chose, je me réveille toujours 2 heures avant pour me préparer avant d'y être. Mais il faut savoir que je vais toujours être à l'heure. C'est-à-dire que pour chaque chose que tu as à faire, tu estimes le temps qu'il faudra pour le faire, tu prévois une marge d'imprévu et puis tu essaies de faire en sorte... Si j'ai quelque chose, par exemple, à faire à 5 h du matin, c'est pas à 4 h 30 que je vais laisser sonner mon réveil. Moi, mon réveil, je le sonne à 3 h 30. Les 3 heures, dans 3 h 30, tout en me disant que je ne veux pas me lever d'un coup. D'accord. Voilà, je vais prendre le temps, m'endormir un peu jusqu'à 4 h, 4 h 10. Et je me lève. Et là, je peux vraiment être... Est-ce que tu as déjà remarqué ça?
quand ton réveil sonne à 5 heures, tu fais genre, encore 5 minutes et puis je me lève, Oui. tu te réveilles 2 heures plus tard. C'est ça. Alors qu'en milieu d'après-midi, quand tu es au travail ou en classe là, tu fais genre, il est 16 heures. Dans peu de temps, le travail va finir, genre tu finis à 17 heures. Tu travailles. Tu regardes, il est 16h05. Oui. En fait, Voilà, le temps n'avance pas quand tu as envie que ça avance. Et quand tu n'as pas envie que ça avance, c'est là que ça avance. Donc, il faut prendre ces petits trucs-là en compte pour ne pas passer à côté. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont raté des choses juste à cause de ça. Quand tu connais ta faiblesse, il faut anticiper sur cette faiblesse. Tu te permets toujours cette faiblesse, mais en gardant toujours la marge de temps qui te permet d'aller au bout de ce que tu as entrepris de faire. Faut-il encore faire l'exercice d'être honnête avec soi-même, de se dire, je sais que je suis une personne qui est tout le temps en retard, ou alors je sais que je me prends 1 heure pour me préparer avant de quitter de chez moi, je prévois cette heure de préparation. Je ne vais pas me dire, ouais, aujourd'hui, comme c'est ceci, comme c'est cela, 30 minutes, alors que tu sais que tu prends 1 heure pour te préparer, prévois 1 heure. Si tu le fais en 45 minutes, tant mieux. Ce n'est pas grave. Et c'est important, parce que quand tu as un rendez-vous, par exemple, avec Stéphanie, qui se donne quand même la politesse d'être à l'heure, moi je trouve que c'est mal poli quand même de faire attendre une personne du moment où c'est toi qui a donné l'heure. Moi j'ai toujours ce problème avec mes musiciens. Quand il y a un gombo, je dis bon, on répète. Je vous laisse le soin de vous entendre. Dites-moi l'heure qui vous convient et moi je viendrai. Et à chaque fois je suis la première sur les lieux. Ça me fatigue. Ouais, j'imagine. Voilà. Ponctualité, on va en parler. Voilà. Du coup, on garde ce sujet pour autre fois. Ouais. Comment travailler à être un peu plus ponctuel. Parce que pour bien gérer son temps, je pense que la ponctualité doit être de rigueur. Pareil que c'est la politesse des rois d'ailleurs. Alors, est-ce que M. Zoré a une astuce particulière pour être en phase avec son temps à nous partager? Vous savez, on dit le temps, c'est la plus grande richesse que possède l'homme. Puisque tout ce que nous faisons, c'est dans le temps. Bien sûr. Et vous savez, dans certains pays, on paye, même le travail, on vous paye en fonction de l'heure. C'est-à-dire, ce n'est pas votre travail qu'on paye, mais c'est votre temps. Voilà, c'est votre temps qu'on paye. Donc, en ce sens, le temps, c'est une richesse, mais qui n'est pas inépuisable. Donc, il faut savoir compartimenter son temps pour le rendre le plus productif possible. Donc, en ce sens, quand tu as quelque chose à faire, bon, pour ma part, par exemple, et lorsque je prends par exemple un planning pour une semaine, je note d'abord mes priorités. Naturellement. Voilà, je note mes priorités en sachant bien, le plus urgent, le plus important, en sachant bien que il se peut qu'il y ait des imprévus. Voilà, donc j'essaie de... Bon, je sais que les imprévus ne dépendent pas de moi. Voilà, mais ce qui dépend de moi, voilà, et j'essaie de le noter, de le codifier pour pouvoir bien gérer mon temps. En ce sens, si j'ai quelque chose d'important à faire, tant que je ne l'ai pas fait, je ne fais pas autre chose. Voilà. Et être là, puis là, c'est pas efficace. C'est pas efficace. On se perd, on se disperse et on perd du temps. Et comme vous l'avez dit au départ, time is money. Et nous sommes dans un monde où c'est la course derrière le money. Donc, est-ce que au Burkina, time is money? Ah, mais time is money. Ça dépend quand même. Au Burkina, time là, c'est pas is money. Non, en fait, le truc, c'est que tu ne te rends pas compte parce que tu estimes pas ce que tu perds en perdant du temps. Parce que suppose, toi, tu l'as dit tantôt, tu as rendez-vous avec une personne importante qui peut potentiellement t'aider à décrocher un gros contrat, que tu arrives en retard. Tu as dit, ouais, mais il se prend la tête, 10 minutes de retard, c'est quoi? Lui pense qu'il est chez les Blancs et puis tu vas partir, n'a qu'à le laisser même. Tu ne sais pas ce que tu viens de perdre. Effectivement. Ça, en fait, puisque tu ne vas jamais l'estimer, tu ne sauras pas. Ça, c'est pas quelque chose qui est clair. Moi, je sais, par exemple, que j'ai une amie qui est aux États-Unis. Elle m'appelle, elle me dit, Daisy, je voudrais que tu suives mon dossier de truc. Je sais que ça va te prendre du temps. Je vais te payer le temps que ça... Il dit, moi, j'ai combien d'années aux États-Unis à Gisèle? Toi, tu veux me payer pour moi mon temps. Donc, j'ai compris qu'effectivement... Non, mais justement, c'est ça. Après l'exemple que je prends, c'est logique. Puisque pendant que je suis là, si on te paye à, je sais pas moi, 10 000 francs de l'heure pour travailler et que tu prends 3 heures pour gérer son dossier, tu as perdu 30 000 francs. C'est ça en fait. Mais je pense qu'on devrait arriver à ce robot. Bref, il n'avait pas fini, on le laisse terminer rapidement. Oui, pardon. Ce que je voulais dire sur D'accord. le temps. Mais elle avait soulevé quelque chose dans son analyse qui m'avait un peu, sur lequel je voulais rebondir, et vous aussi vous l'avez fait. C'était sur la relativité du temps. Oui. Quand on fait quelque chose d'intéressant, le temps passe vite. Très vite.
quand on fait quelque chose de moins intéressant, ben, le temps, il est plus lent. Il bouge pas, il est bouge là pas. arrêté, il te Voilà. regarde. Et c'est quelque chose que Einstein avait codifié dans son manifeste sur la théorie de la relativité. D'accord. On dit quand un jeune homme passe par exemple et assis à côté d'une belle jeune dame, et tout, il ne voit pas le temps passer. C'est vrai. Il peut y passer facilement 2 heures de temps. Oui. Mais apportez-lui une marmite chaude qu'il la touche. Il va, Ah, ça brûle, tu sens, hein? Ouais. et on lui dit de la toucher juste 10 secondes. Ces 10 secondes vont lui paraître une éternité. Ouais. Voilà, Le c'est temps, pour c'est dire que le relatif. temps, il est relatif souvent en fonction de l'instant que nous vivons. Et quand on doit gérer le temps comme moi sur cette émission, même quand on passe un agréable moment, il faut se rappeler que le temps part et qu'on a un programme à mettre à l'intérieur et qu'il faut rester dans les délais. Effectivement. Donc, c'est important de répertorier ce qu'on a à faire Ouais. et de le mettre naturellement en rapport avec le temps qu'on a pour le faire et de se donner les moyens de rester dans les temps. Comme ça, on est beaucoup plus efficace. Merci beaucoup, Daisy. Avec Merci plaisir. beaucoup, M. Doré, Et pour effectivement. l'apport. Et on a dit tantôt, hein, time is money. Et justement, d'argent, on va parler d'un money and success pour la suite. Il n'est pas rare souvent que on s'accuse mutuellement ou des gens autour de nous de gaspiller de l'argent, de ne pas forcément savoir s'y prendre avec ses finances. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça commence à un moment donné de la vie et on ne reçoit pas ça du tac au tac. C'est une question également d'éducation. On parle souvent de notre rapport à l'argent et aujourd'hui, on a envie de vraiment descendre au niveau des enfants pour parler de l'éducation financière des enfants. Parce que ce qu'on reçoit très tôt dans la vie, on le cultive et on grandit avec, on l'intègre et ça devient quelque chose de naturel à mettre en pratique. Donc on est beaucoup plus en phase, on peut facilement regarder où va notre argent. Il n'est pas rare à la fin du mois de prendre un salaire intéressant et au 15 du mois de se demander mais qu'est-ce qui s'est passé? Où est passé mon argent? Qu'est-ce que j'en ai fait? Pourquoi j'ai plus rien? Et le mois qui est encore loin devant. Donc quand on apprend petit, on peut se dire facilement mais les enfants et l'argent ça va pas forcément avoir parce que de toutes les façons ils ne gagnent pas d'argent, ils n'ont pas de salaire, ils dépendent de leurs parents. Donc pourquoi parler d'éducation financière des enfants? Tout simplement parce que les enfants, ce sont les adultes de demain. Comme on le dit toujours, et si un enfant ne connaît pas la valeur de l'argent, c'est pas sûr qu'un adulte saura l'intérêt de bien gérer ses finances, de prévoir sur le long terme, d'épargner, d'investir pour se faire un plan de retraite. Donc plus tôt on s'y prend, mieux c'est. Et une des premières recommandations, déjà, c'est de parler argent avec les enfants. Parce que quand ils commencent à aller à l'école, il est important qu'ils comprennent la valeur de certaines choses. Les parents souvent se disent ils sont trop jeunes, ils ne comprennent pas. Mais une étude récente a démontré en Europe que les enfants se rendent compte que la vie actuellement est plus chère parce qu'ils entendent leurs parents parler d'inflation. On ne leur parle pas directement, mais ils entendent, donc ils savent, et même eux, ils commencent à faire attention à ce qu'ils demandent à leurs parents par rapport à ce que ça va coûter. Donc, c'est dire qu'ils sont conscients. Donc, pourquoi ne pas déjà, dans un premier temps, leur faire comprendre les choses ont une valeur. L'argent se gagne difficilement pour certains. Il y en a qui ont souvent des opportunités faciles. Il y en a qui ont la chance de naître dans des familles, on va dire, nantis, où il y a un héritage qui se transmet. Quoique, ça reste quand même le fruit du dur labeur de quelqu'un en amont pour qu'aujourd'hui, on puisse bénéficier de cet héritage. Donc, c'est quelque chose qui a été durement gagné. Parler de ça aux enfants dans un premier temps, mais également leur apprendre à gérer. En général, il y en a qui attendent la classe de 6e pour commencer à donner de l'argent de poche à leurs enfants, une somme définie qui doit être gérée sur soit 3 jours, 7 jours ou 1 mois en fonction de l'âge, de la somme et de l'expérience que l'on sait que son enfant a de l'argent. Parce que quand on met l'argent entre les mains de son enfant, on sait pertinemment comment il va s'en occuper. Ça va tenir 3 jours, on lui donne l'argent pour 3 jours. Ça va tenir 1 semaine, on lui donne pour 1 semaine. Ça va tenir 1 mois, on lui donne pour 1 mois. Mais en même temps, ça peut être l'occasion. Si on sait que s'il prend de l'argent pour 1 semaine, il va le finir en 2 jours, l'exercice peut être de lui donner son argent sur la semaine. Et si jamais ça finit avant la semaine, on va se dire, on va attendre la fin de la semaine parce qu'il n'y a plus rien. Mais si on se rend compte justement que son enfant a tendance à gaspiller l'argent ou à ne pas se rendre compte de où l'argent est, c'est de faire un planning de dépenses avec cet enfant. Ça peut paraître au départ intrusif parce que l'argent de poche est un peu un gage d'indépendance de l'enfant. Il a son argent, il n'a pas besoin de tout le temps venir demander, il n'a pas à dire.
mais déjà lui donner des outils pour se dire, bon, tu as une semaine pour faire avec ton argent. Bon, supposons que tu as une semaine, tu as 5 000 francs, tu as 5 jours pour aller en classe, tu as 2 jours de week-end. Donc, ça veut dire que approximativement, sur tes 5 jours de cours, si tu fais 1 000 francs par jour, tu es dans les temps. Ce qui veut dire qu'il faut que tu t'arranges pour ne pas excéder une dépense de 1 000 francs. Maintenant, si tu veux quelque chose qui dépasse cette somme, c'est à toi de voir. Est-ce que tu vas dépenser 1 000 francs par jour et l'avoir ou pas? En ce moment, on inculque la notion d'épargner. C'est-à-dire qu'il y a des choses que l'enfant ne peut avoir que par lui-même. En ce moment, il est obligé de faire des choix sur ce qu'il met dans son argent de poche. Est-ce qu'il le met dans de la nourriture? Est-ce qu'il le met de côté? On en a vu des enfants qui mettent leur argent de poche de côté pour s'acheter un jouet qu'ils ont voulu, pour s'acheter parfois un livre qu'ils veulent. Et puis, si le livre les intéresse, les parents vont dire oui, mais s'il t'intéresse vraiment, arrange-toi pour pouvoir te l'offrir. Et les enfants le font. Et également, à partir d'un certain âge, on va dire quand ils s'approchent de l'âge de la majorité, pour ne pas tomber dans le travail des enfants, c'est de leur apprendre à gagner leur argent. Parce qu'une chose, c'est de donner, d'apprendre à gérer ce qu'on donne, mais ensuite, il faut apprendre à gagner pour comprendre que ça ne tombe pas du ciel. Donc, quand tu râlais plus jeune que 5 000 francs par semaine, ça ne peut pas couvrir, et que tu te rends compte que gagner 5 000 francs, c'est la croix et la bannière, très rapidement. Donc, c'est des astuces comme ça qui peuvent... on va dire que ça ne marche pas forcément pareil sur tous les enfants, mais certains l'ont mis en pratique et ça aide l'enfant à ne pas forcément être très près de ses sous, à ne pas non plus se retrouver à court d'argent très rapidement parce qu'il n'aurait pas su comment faire pour gérer. Et donc facilement, quand on commence à avoir un salaire, la règle que Yann nous avait donnée de 20, 30, 50 peut facilement être mise en place. Une chose que nous, par exemple, on a été amenés à expérimenter, ça c'est... C'est une expérience personnelle que je partage parce que ça, c'est ce que ma mère a fait avec nous. Quand tu atteins l'âge de la majorité, eh bien, le budget de repas mensuel de la maison est géré à tour de rôle. Plus par elle, mais par l'une d'entre nous. Donc, du coup, c'est à toi de t'assurer que le budget qui a été alloué pour le repas de la famille sur le mois va atteindre le mois et que les gens vont manger convenablement, que pas avoir d'excès. Parce que bon, si tu as l'argent, mets là tout de suite, tu as envie de manger si. Mais au bout d'une semaine, est-ce que ça fonctionne ou pas? Et chacun va faire son tour. Donc, c'est facile de dire à l'autre, ah, Daisy, quand c'est toi qui gères, on ne mange pas bien. Mais c'est pas grave, tu vas gérer le mois prochain. On va voir. Et derrière, on peut rapidement se dire, ouais, chez nous, maman prépare toujours ceci, cela. Et on est surprise de voir que quand c'est notre tour, on va dire, ah mais non, hein, si vous voulez ça tous les jours, on ne va pas être la fin du mois. Moi, je trouve que c'était une expérience intéressante pour moi. Et je ne sais pas si d'autres le font ou pas, mais je pense que ça peut être intéressant également de l'essayer avec les enfants. Ne serait-ce que pour leur faire se rendre compte que de temps en temps, il faut faire des compromis sur ce que l'on a envie d'acheter pour être sûr que l'argent que l'on a couvre le temps qui est prévu pour cela. Voilà. Donc, est-ce que j'ai appris quelque chose à quelqu'un aujourd'hui? Oui, tu as appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses. Ce que tu as dit, c'est ce qui est conventionnel, c'est ce qui est normal, c'est ce qui devrait être. Devrait, oui. Mais est-ce que c'est ce qui est? Ah. Parce que moi, quand moi je donne l'argent à Yann, je ne le laisse pas payer ce qu'il veut. Non. Oui, après il dit, c'est pour toi. Mais quand il va revenir, 1000 francs là, tu as payé quoi avec ça? Tu m'as dit, maman, j'ai payé un coca. Tu as oublié de payer coca? Tu peux pas payer le truc. Non, mais il faut que je le lui dise. Parce que déjà, c'est quelqu'un qui a un rapport pas très normal avec l'argent. Qu'est-ce que tu appelles pas très normal? Mais c'est quelqu'un qui est dépensier. D'accord. Je ne sais pas ce qu'il a. Dépenser égale gagner. Mais quand tu lui donnes de l'argent, tant que ça finit pas, son sang là s'arrête de circuler. Il est comme ça. Par contre, j'ai mon neveu, ils sont en vacances chez moi. Eux, je lui dis, bon, fais ça. Quand je vois que c'est bien, je donne 200, je donne 500 quand je suis content. Et j'ai appris avec la plus grande joie que le petit, que quand je lui donne son argent, je lui paye un portable avec un numéro où il a fait un compte Orange Money. Quand il cotise, ça fait 500, il va à la boutique et puis il transfère sur son Orange Money. Ok. Et il était à 2500. Et pourtant, il y a 2 ans d'âge de différence entre lui et puis le grand frère. Mais le grand frère a dit ça, il dit, il est jaloux que non, comme moi, à partir de maintenant, j'épargne. Ce qu'il a épargné là, je lui ai demandé 3 jours, mon frère, tu as combien? Il a dit, j'ai dit, faut faire le numéro, on va changer pas.
Ben, il y a 10 qui m'a demandé des trucs, donc j'ai dû du coup enlever 200 pour j'ai dit, mon petit, je savais que tu n'arrives pas à le débat avec ça. Tu peux pas. Ça va qu'il a l'argent. Tant qu'il ne dépasse pas, il n'a pas la paix. Donc, tu comprends qu'il y a des enfants, quel qu'en soit. Et en fait, très rapidement, on voit. Voilà. C'est dit, il ne Non, mais je pense que quand il va commencer à gagner son argent, ben, je l'espère. ça va changer. Parce que Donc, pour le moment, il fonctionne à l'argent de poche. Il n'a pas encore atteint l'âge de gagner son argent. Même, je pense Donc, que je vais exclure ça. Il faut qu'il travaille pour avoir son argent. Bon, Yann, je n'y suis pour rien. Non, mais c'est la vérité. Elle a pris la décision toute seule. Le fait de dire qu'on a besoin, c'est vrai qu'en Afrique, ici, ce côté, peut-être qu'on ne fait pas attention, mais de montrer la valeur des choses qu'on donne aux enfants. Ouais. Généralement, nous, on donne parce qu'on en a. Et quand on en a beaucoup, on donne à l'enfant, tiens, va te faire plaisir. Papa a l'argent, maman a l'argent. Oui, il n'a pas besoin de savoir ce que papa fait. Ça, c'est l'erreur que nous commettons tous. Donc, du coup, l'enfant, c'est que lui, il doit dépenser. Ce que papa a fait pour gagner ça, là, il ne doit pas s'en intéresser. Ça, c'est le devoir que nous faisons. Et ce que tu viens de donner comme expérience personnelle, je trouve que c'est tellement magnifique qu'il faudrait qu'on applique ça. Mais je retiens qu'à partir de désormais, ça, c'est la décision. Quelque chose à ajouter peut-être sur ça très rapidement avant qu'on passe à nos livres. Bien, nous avons tous un rapport avec l'argent. Depuis tout petit, nous avons grandi tous avec un rapport souvent particulier, souvent bon, souvent pas bon avec l'argent. Et pour la petite histoire, moi par exemple, quand j'étais enfant, je recevais mon argent, l'argent pour aller à l'école chaque matin. Okay. Voilà, au bout d'un certain âge, quand j'ai eu le certificat et que je suis allé au lycée, ça a été progressif. Ma mère me donnait maintenant par semaine. Hebdomadaire. Voilà, de façon hebdomadaire, me donnait de l'argent. Et au départ, je n'arrivais pas à gérer, puisque c'était nouveau. Bah, bien sûr. Et au départ, comme c'était nouveau et que je revenais toujours, c'est la maman, je viens, je négocie. Elle me glissait quelques petits sous pour que je tienne la semaine. Mais après, elle a tapé sur la table et dit non, c'est ton argent, c'est à toi de savoir le gérer. Voilà. Et c'est ainsi que l'art maintenant de savoir faire les choix s'installe dans l'esprit. Exactement. Voilà. Et je me rappelle que jusqu'à ma classe de seconde, il y avait à l'époque une paire de chaussures qu'on appelait les Supra. La fameuse Supra. Tous mes élèves, mes camarades de lycée me connaissent. Oui. Et durant les vacances, j'ai préparé les petits boulots que je faisais à l'époque pour me faire de l'argent. Je mettais de côté pour qu'à la rentrée, je puisse m'offrir la chaussure. Avec la soupe. Voilà. T'as vu? Quelle fierté. Et c'est en fait, souvent on ne se rend pas compte en tant que parent, mais un enfant qui arrive à s'acheter son premier objet. Franchement, t'as l'impression que les autres à qui on a acheté la marche avec, toi, tu voles. C'est mon argent. Effectivement, oui. C'est ça, je pense que c'est important d'apprendre à gérer l'argent depuis tout petit. C'est comme vous l'avez dit, l'habitude, ça devient une seconde nature. Et ce n'est pas en grandissant ou en ayant son premier travail qu'il faut apprendre à commencer, à apprendre à gérer l'argent et tout ça. Je pense que c'est un processus, c'est un long processus, parce que l'argent, c'est pas quelque chose de facile. Même quand on a fait cette préparation, on a un premier gros salaire, immédiatement on est désemparé, hein, on ne se rend pas compte, on se dit « Ah, mais c'est beaucoup, on peut faire tout ce que l'on veut » et avant de se rendre compte, c'est parti dans tous les sens, on n'a rien. Et c'est en ce moment qu'on se dit « Mais franchement, la vie d'adulte, là, on ne nous a pas assez préparé. » Ouais, c'est difficile. Et pourtant, on était tellement pressés de devenir adulte quand on était enfant. Eh bien, justement, devenir adulte, c'est également vivre des expériences et traverser un certain niveau d'épreuves, grandir en âge également en termes de qualité de tout ce que l'on fait, de tout ce que l'on vit, de tout ce que l'on décide. Et aujourd'hui, on va ensemble traverser ce voyage dans le temps. Et dans l'argent, peut-être, il nous le dira de notre écrivain du jour. Donc, on parle avec notre invité après ceci. Eh bien, aujourd'hui, comme on l'a dit au début et tout au long de l'émission, hein, nous avons le plaisir d'être avec M. Cheikh Oumar Zoré, qui est écrivain de son état, communicateur de formation. Oui. Il a choisi la plume comme forme d'expression. Et romancier, il est nouvelliste aussi, même si pour le moment on met l'accent sur les romans et les deux
qu'il a mis sur le marché sont donc Cicatrices comme premier, qui est sorti en 2021. 2021. Et Le Témoin qui est sorti en 2023. D'accord. Donc ce sont deux thématiques qui touchent la gente féminine. Mais avant, comment M. Zoré arrive à l'écriture et décide de devenir écrivain? D'accord. Et mon aventure avec l'écriture a commencé d'abord, je dirais, depuis le bas âge. Puisque avant d'être écrivain, j'étais lecteur. J'ai beaucoup lu. J'étais tout le temps abonné dans les bibliothèques et de la ville de Bobo-Dioulasso, l'ICCF notamment. Et au lycée aussi, tellement j'aimais la bibliothèque, on m'avait remis la clé. C'est moi qui gérais la bibliothèque au lycée. Les bibliothécaires me laissaient noter dans le cahier les sorties, les entrées et tout ça. Je passais tout mon temps à la bibliothèque. À 10h, lorsque les élèves couraient pour aller s'acheter le pain, moi je courais pour aller échanger mon livre. D'accord. Le livre souvent je prenais un livre, je le lisais la soirée et le lendemain je venais pour. Donc j'aimais vraiment la lecture. C'est un monde dans lequel j'ai baigné d'abord. Et cela même est normal puisque mes parents aussi sont des férus de lecture. Mon père a écrit Orphéon de Ténakourou, un recueil de poèmes. Et il a participé même au GPNAL en 2008 à la SNC de Bobo. Et ma mère, elle est institutrice. Donc à la maison, les livres ne manquaient pas. Donc ça a développé cette passion de la lecture qui plus tard est devenue, elle s'est muée en écriture. L'écriture, je la rencontre en 2018. À l'époque, on ne finit pas les études, mais j'avais fait une pause. Voilà. Palier par palier, Voilà. Et j'étais en quête de stage pour insérer le monde professionnel. C'était en 2018. Et j'étais à la maison, chez moi, en train de laver les plats en écoutant la radio. Et ils étaient en train d'encenser un jeune écrivain français. À l'époque, je ne me rappelle plus trop bien de son nom, mais c'était, je pense, la chaîne RFI qui était en train de l'encenser. Il avait 16 ans, 17 ans. C'était un prodige. Et vraiment, 16 ans, voilà, il avait écrit un très bon roman. Et je me suis dit, bon, donc il ne faut pas un long pédigré pour être écrivain. Et comme moi aussi, j'aimais la lecture, je me suis dit, bon, l'idée est venue, j'ai dit, peut-être je vais écrire un jour. Et c'est dans ça que, de fil en aiguille, un de ces jours, j'étais en train de faire un rangement chez moi. Et je suis tombé sur un vieux carton où il y avait empilé des anciennes œuvres que j'avais lues auparavant, dont les phrases de Bintou, de Amadou Kone, les 7 douleurs de l'écrivain burkinabé Aristide William Kombaï, que je salue au passage, un cher aîné. Et j'ai renoué avec ces livres-là. Quand je les ai relus, c'était comme un déclic au fait. Je me suis vu dans ce monde. Je me suis dit, la littérature noire, c'est vraiment quelque chose. Et j'ai dit, bon, je vais essayer aussi d'écrire. Et j'ai fait mes premières recherches. Lors de mes pérégrinations, j'ai découvert qu'on écrit mieux. Il parle gros français. Il parle gros français, hein? Pérégrination. J'ai découvert que l'on écrit mieux sur ce que l'on connaît. Et il y avait même l'exemple, un témoignage d'un auteur américain qui voulait écrire sur le milieu carcéral. Et pour ça, il avait commis un délit pour aller vivre l'expérience réelle en prison. Et à sa sortie, il avait écrit son livre et c'était un best-seller qui s'est vendu à des millions d'exemplaires. Et en ce moment, comme nous venons de quitter les bancs, je me dit, je vais écrire sur ce que je connaissais, le milieu estudiantin. Et je voulais écrire sur l'université, ce que nous avons vécu, les joies, les peines, les amours et tout ça. Et j'avais commencé à écrire sur ça. Et c'est là que, je ne sais pas si c'est le destin, et j'ai reçu une invitation sur Facebook d'une ancienne camarade que j'avais perdu de vue. Et nous étions quittés peut-être en classe de 5e, 4e, je ne sais plus trop bien. Elle était allée en Côte d'Ivoire suite au décès d'un de ses parents. Voilà, et elle était allée continuer les études en Côte d'Ivoire. Et elle était de retour au pays et elle m'a écrit comme ça, comme nous étions camarades et tout ça. Et nous avons décidé de nous revoir, de prendre un pot, de discuter du bon vieux temps et tout ça. Et c'est là, le jour que nous nous sommes croisés, que j'ai décidé d'écrire Cicatrices. Cicatrices. Ouais, et je vous explique pourquoi. Expliquez-nous. Quand nous nous sommes croisés, lors de la discussion, de fil en aiguille, je voulais savoir, mais qu'est-ce que tu deviens, quels sont tes projets et tout ça. J'ai dit, c'est la fin des études et je m'arrête là pour le moment. Et je me suis lancé dans un projet faramineux qui est l'écriture. Et je m'essaye là-dedans d'abord, mais peut-être un jour tu me liras.
Elle me dit d'abord, bon, elle était intéressée. Quelles sont les thématiques que tu abordes? J'ai dit, bon, on écrit, je lui ai expliqué ce que je venais de dire, on écrit sur ce que l'on connaît et tout ça avec le témoignage de l'américain et tout. Et elle m'a dit, mais c'est bien, mais pourquoi tu n'écris pas quelque chose qui peut vraiment avoir un impact sur la société? Parce que c'est pas que écrire sur la vie étudiantine n'aura pas d'impact et tout ça, mais pourquoi tu n'écris pas sur des mots sociétaux? J'ai dit d'accord, mais tu sais, il y a beaucoup d'écrits sur l'excision, il y a beaucoup d'écrits sur... C'était les mots dont, que nous racontons beaucoup dans les œuvres. Je dis, ben, ces mots-là sont déjà beaucoup visités dans différentes œuvres. Donc, moi, je voulais faire autrement. Elle m'a dit, mais tu sais, nous étions en train de prendre un coca, on partageait un coca. Elle m'a dit, mais tu sais, l'excision jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Tout ce dont tu cites, tu dis que ce sont des mots qui sont combattus déjà dans d'autres livres et tout ça. Mais ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, tu peux ajouter de la terre à la terre. Là, je cite Maître Passeré Titenga, que j'ai salué au passage, qui dit il faut ajouter la terre à la terre. Ah, oui. Voilà. Et bon, je me suis dit, ok, je vais essayer. Mais pour me convaincre, elle m'a fait part de son expérience. D'accord. Elle m'a dit, tu sais, Cheikh, quand je suis allé, je t'explique en confidentialité, c'est pour que tu prennes la mesure. Que tu prennes la mesure. de ce qui se passe. Oui. Voilà. Et elle m'a dit, moi j'ai été victime d'un viol. Okay. Et ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un de ma famille. Okay. Et c'est sensible. Je ne l'ai dit, je n'en ai parlé à personne, peut-être à quelques proches et tout ça, mais c'est resté dans le cercle familial. Et aujourd'hui, je vis avec cette stigmate-là. Et quand elle m'a expliqué, bon, je ne m'autorise pas à expliquer son histoire. Naturellement, on comprend, naturellement. Et quand elle m'a expliqué son histoire, je n'arrivais plus à consommer mon coca. J'étais choqué. Moi, on me dit que je suis fleur bleue parce que je pleure devant les films, devant les trucs. On me dit que je suis très sensible. Tu es insensible. On m'a dit que je suis sensible et tout ça. Et oui, c'est pas mal. C'est comme si j'arrivais à me mettre à sa place. Parce qu'elle a utilisé des termes très forts. Ouais, c'est pas ça. Elle a utilisé des termes très forts. Et quand je suis rentré, lorsque je suis rentré, j'ai essayé de faire une petite statistique. J'ai cherché sur le net les violences basées sur le genre et tout ça. Et j'ai vu qu'on dit que sur 10 femmes, 7 sont victimes, soit ont été victimes d'une tentative de viol. Et j'ai vu que c'est une statistique qui est très alarmante. Très lourde. Voilà, très alarmante. Et pour tout ajouter, 2 jours plus tard, je voyais sur les réseaux sociaux, on parlait d'une histoire où une petite fille s'était faite violer par un homme âgé. J'ai dit, bon, d'accord, tout ça, ce sont des signes. Essaye d'imaginer, d'écrire aussi. Voilà. La thématique. Et j'ai essayé d'aborder la thématique. Mais maintenant, je me basais sur ce que mon ami m'avait dit pour écrire. Mais il ne faut pas raconter son histoire. Je n'ai pas raconté son histoire, puisque c'est une œuvre totalement de fiction. Oui. Donc, je prenais le contre-pied. Dans son histoire, elle a été victime d'un proche, d'un membre de sa famille. Donc, dans mon œuvre, j'ai fait de telle sorte que ce soit un inconnu qui arrive dans la vie, dans sa vie, voilà, et qui s'en va. Et de fil en aiguille, l'œuvre a commencé à prendre forme, à prendre vie. Et je me suis fait lire par mon père et ma mère. Mon père, quand il a terminé l'œuvre, il m'a croisé, je me rappelle, il m'a croisé dans le couloir, il m'a serré la main. Et il m'a félicité. C'est quelque chose qui est resté. Et ma mère aussi, elle n'a pas tardé de elle m'appelait, oh mon petit écrivain. Elle était joyeuse comme ça, elle me disait que voilà, elle était fière. Je sentais ils ont raison, le livre remporte le deuxième prix. Moi, ça me tente. Le prix du jury, donc Union en 2021. Ah oui, c'est la première tentative, je participais au prix et j'ai remporté le prix. Et c'est ainsi que l'œuvre Cicatrice voit le jour. C'était en 2018 que j'ai commencé l'écriture. Je l'ai bouclé en 2018, même dans la même année. Mais vous savez, pour se faire éditer au Burkina Faso, c'est très compliqué. Votre éditeur, c'est... les éditions IKS, du commandant 4 étoiles, je précise. Du commandant 4 étoiles. C'est son nom, M. Sidno Mwende Nestor Kwama. Un homme très pragmatique qui mouille vraiment le maillot pour redorer le blason de la littérature. Comment vous le rencontrez, lui? Lui, je le rencontre lors d'une formation sur l'écriture. Puisque comme je voulais me faire éditer, j'avais eu vent qu'il y avait une formation sur l'écriture, qu'il y aurait des éditeurs qui serait présent. Et j'ai participé automatiquement à la formation. Et c'est là qu'il s'est levé, il a fait sa plaidoirie, il a parlé, il a fait son exposé.
et j'ai été séduit. Automatiquement, je me suis approché, j'ai pris sa carte et on a fixé un rendez-vous et je suis allé à son bureau. Sa phrase fétiche, c'est à IKS, on trouve toujours une solution. C'est ce qu'il dit tout le temps. Voilà, la solution a été trouvée quelques Ce qui est mois drôle plus tard. entre éditeur et écrivain, pardon de vous couper, c'est que c'est une cour mutuelle. Parce qu'il faut que l'écrivain choisisse la maison d'édition. Il faut que la maison d'édition accepte d'éditer l'œuvre de l'auteur. Donc, c'est cela, c'est bien cela. Et quand nous sommes croisés, nous avons discuté. Il a pris l'œuvre, il l'a lu, il a vu la pertinence de l'œuvre. Et il m'a dit, il n'y a pas de souci, je vais t'éditer. Voilà. Et c'est là que maintenant, nous avons cherché un préfacier. Et je suis allé, comme mathématiques abordait les femmes, voilà. Je suis allé au ministère de la Femme. Je suis allé déposer une demande d'audience. J'ai été reçu par Madame Yahou, que je salue au passage, qui était chargée de mission à l'époque, aujourd'hui à la retraite. Et nous nous sommes entretenus et elle a pris attache avec le contenu du livre. Et elle a approché à l'époque Madame Marie-Laurence, qui était ministre de la Femme, Ilboudo, que je salue aussi au passage, qui a accepté d'accorder sa préface. Voilà. Et elle a même qualifié l'œuvre d'un excellent outil de sensibilisation. Absolument. Voilà. La préface est très bien. Et c'est ainsi que je suis devenu écrivain. Voilà. Bravo, félicitations. Merci. Et naturellement, il l'a dit, hein, c'est ainsi qu'il devient écrivain parce qu'il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là. Et moi, j'ai envie de dire, en 3 ans, 3 œuvres. C'est-à-dire que chaque année, il nous propose quelque chose. Donc en 2022, il y a Orage, qui est un recueil de 7 nouvelles. Et en 2023, l'année où nous sommes, Le Témoin, donc, qui traite encore une fois des questions de violence basées sur le genre, mais spécifiquement violence faite à la femme. Effectivement. Donc, je peux comprendre que la première fois, naturellement, il y a eu un peu le cri de cœur de votre ancienne camarade qui vous a touché profondément. Mais pourquoi vous restez attaché à la thématique genre et spécifiquement féminine? D'accord, merci pour cette belle question. D'abord, quand j'ai écrit le Cicatrice, je n'avais pas dit tout ce que j'avais à dire. D'accord. Voilà, c'est pour cela que vous verrez un peu dans Le Témoin une sorte de corrélation. Tout ce que je n'ai pas pu dire dans Cicatrice, je l'ai dit dans Le Témoin. Voilà. Et bon, il faut dire aussi que la femme, c'est comme vous l'avez dit au début de l'émission, la femme, c'est le socle de la société. Si nous avons des femmes qui sont bien dans leur peau, qui sont valorisées à leur juste rétribution, je pense que la société ne peut que s'en porter mieux. Donc, tous hommes comme femmes, nous devons être un rempart contre les violences basées sur le genre, les violences faites aux femmes. Voilà. Ok, donc ça se comprend parce que autant Cicatrice, comme je le disais à l'auteur en off, Cicatrice se lit avec une facilité déconcertante. Tu l'as commencé, que très rapidement tu arrives à la fin, c'est très bien écrit, on reste accroché de bout en bout. Le Témoin également, il est bien écrit, mais il y a quand même, c'est une expérience personnelle de lecture. J'ai ressenti un choix de l'auteur de rendre Témoin un peu plus complexe en termes de choix de tournure, en termes de niveau de langue, en termes de décision, de rhétorique. Pourquoi? Ok. D'abord, le Cicatrice, comme vous l'avez dit, l'histoire se termine bien. Dans Le Témoin, j'ai voulu choquer. D'accord. Parce que je sais que de nature, ce qui choque reste dans l'esprit. Vous voyez les phrases de Binto, pourquoi c'est un livre que tout le monde recommande? Parce que c'est une histoire qui choque. Et j'ai voulu écrire déjà aussi une histoire qui choque. Et à l'époque, quand je commençais l'écriture de Le Témoin, je venais de terminer les derniers livres de la Sarah Rougon-Maka d'Émile Zola. Et je pense que lire Émile Zola, j'ai eu une petite influence. Je ne prétends pas être un maître de l'écriture zolastique. Bah non, mais c'est juste que naturellement, on est le fruit de nos expériences et de ce à quoi on a affaire. C'est normal. J'ai été influencé et dans l'écriture de Le Témoin, j'ai voulu casser les codes. Au fait, décrire des comportements humains. Pas décrire simplement des histoires, mais décrire plus spécifiquement des comportements humains. Je voulais mettre en exergue le fait que dans la vie de tous les jours, nous sommes des témoins. Tu as ton voisin qui bat sa femme chaque jour. Tu es chez toi à la maison.
tu te limites seulement quand on te dit « Hé voisin, pardon, pardon » et tout ça. Et un beau jour, tu apprends que non, il a tué sa femme. J'ai voulu, à travers, par exemple, c'est un exemple qui se retrouve dans l'œuvre Le Témoin, mais c'est un exemple pour dire, au lieu d'être là tous les jours, tu demandes pardon. Tu rentres, tu dis « Ah voisin », il y a d'autres même qui ne rentrent pas. Qui disent qu'entre l'arbre et c'est l'écorce, des histoires de couple, on ne s'en mêle pas. Il y en a effectivement qui ont cette manière de cette lecture des choses. Et ce sont des comportements qu'on peut trouver banals. Parce que c'est la vie de tous les jours. Surtout en Afrique ici, ce sont des comportements qui rentrent presque dans le cadre du normal. Oui, Quand ça ne choque plus certains sociaux, parfois. Souvent sur les réseaux sociaux, je trouve des commentaires, souvent, et ce sont des femmes même qui le font. Qui disent que quand mon mari me bat, c'est mon mari, il me bat. S'il veut, il n'a pas me tuer. C'est mon mari. Tu sais exactement. Non, mais ça démontre jusqu'à quel point la violence basée sur le genre a atteint un certain niveau de banalité qui la rend encore plus violente, on va dire. Parce qu'en ce moment, la victime elle-même a besoin de... Enfin, je n'ai pas envie de tomber dans ça, mais je le dis quand même. Souvent, la victime a besoin d'accepter son statut de victime, d'intégrer qu'elle a besoin de sortir de là. C'est un long processus qui demande un accompagnement de personnes qui comprennent sa position, puisqu'elle va dire « c'est mon mari, s'il veut qu'il me batte ». Donc, en tant que personne extérieure, on ne se sent plus le droit d'intervenir, alors que ça peut être son appel au secours qui prend cette forme. Mais on ne se rend pas compte. Déjà, il faut arriver à ce qu'elle accepte que ce n'est pas normal, qu'il faut en sortir, pour ensuite l'accompagner pour en sortir. Donc, ça fait un double travail de très longue haleine. Et j'en connais pas beaucoup qui sont prêts à se mettre dans ça. Bref. Le sujet est long. Si on démarre, on ne va pas s'en sortir. Mais pour tous ceux qui n'ont pas encore lu Cicatrice ou qui n'ont pas encore lu Le Témoin, c'est vrai que en fait, c'est poignant parce que ce sont des réalités du quotidien. Ce ne sont pas des histoires qu'on découvre. J'ai envie de dire ça comme ça parce que c'est des choses que l'on a déjà vécues, vues, entendues, ou dont on a été témoin. Et malheureusement, entre guillemets, complice silencieux, parce que c'est devenu banal et normal. Donc, je vous invite à lire. Pour ce qui concerne le choix du français, il faut s'armer de courage et se préparer. Il faut se préparer pour... Non, mais ce qui est intéressant quand même, c'est que ça amène, au-delà de l'exercice de lecture, qui est un exercice intéressant, un effort de réflexion derrière. Donc, voilà, il faut juste tout savoir. J'ai envie, vraiment, en 30 secondes, de demander pourquoi ce choix de niveau de langue? Ok. Bon, comme vous l'avez remarqué, le roman Cicatrice, c'est ma première œuvre. Je l'ai écrit de façon, je peux dire, simple, très simple. Voilà. Et comme je venais de lire les derniers livres de la saga des Rougon-Macquart d'Émile Zola, comme je l'ai dit, j'ai été tellement sublimé par sa plume. Donc le niveau, le niveau de langue et tout ça. Et je me suis dit, il faut aussi que j'écrive aussi. Avec un niveau de langue. La nouvelle génération n'est pas forcément Zola. Vous n'avez pas peur que ça éloigne certains lecteurs. Déjà, quand on n'aime pas lire, si y a le français compliqué dedans, tu dis... Mais après, on est fiers de sortir le français compliqué avec les autres. C'est que je veux te dire, combien sur 10 personnes qui s'intéressent au français compliqué? Nous, on aime les trucs basiques qui nous font gagner en temps. Mais bon, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais si... ça titille et que ça nous permet de lire et en même temps faire des recherches sur certains mots qu'on n'arrive pas à comprendre. Je trouve que là est tout l'intérêt même de la lecture parce que non seulement tu apprends des histoires qu'on raconte, mais en plus tu renforces ton français, ton vocabulaire. Donc c'est, on va dire, 2-3 en 1. Mais bon, après il faut de la volonté pour de nouveaux pour franchir le cap. Moi je dirais commencer par Cicatrice. Pour dire, le mot que vous avez fait sortir tout à l'heure, c'est quel mot? Là-dessus, attends, on va fermer. On cherche, on trouve. C'est fini, on va plus jamais ouvrir ça. Mot là nous a bloqué. Donc moi je vous conseillerais de commencer par Cicatrice. Et ensuite vous allez vous rendre compte en fait de quoi il parle dans ses œuvres et la manière dont c'est dit, c'est accrocheur. Et facilement, on a envie de comprendre le contenu de Témoin. Mais du coup, si on veut ces livres-là, où est-ce qu'on les trouve? Ok, le livre se trouve à la librairie IKS, à la librairie du groupe IKS, puisque le groupe IKS est composé d'une maison d'édition, d'une imprimerie et d'une librairie. Voilà, donc à la librairie du groupe IKS, le livre est disponible à ce niveau.
patron, il va passer payer la pub que vous venez de lui faire là. Ok, donc... On peut aussi l'avoir en me contactant. D'accord, c'est quoi Voilà, le numéro? Le numéro, c'est le 70 19 82 69. On va le redire. Le 70 19 82 69. Voilà. On arrive à la fin de notre entretien, de notre émission. C'est passé vite, hein? Oui, c'est passé vite. C'était un plaisir. Plaisir De la partagé. même manière que j'ai pris plaisir à feuilleter les pages de vos deux œuvres, moi j'ai envie juste de vous inviter à continuer comme ça. D'accord, merci bien. Et puis, bon vent dans la carrière. Merci. Dernier merci. mot, Désir? Ben, ça a été une magnifique émission. J'en ai appris. Et ouais, je pense que vous êtes en train de cultiver de plus en plus cette envie de moi de lire et d'apprendre. Super. Ouais, ça peut casser les codes. Hein. Oui, ça- Je pense que si on apprenait à lire les C'est fini, il ne expériences... faut pas trop tirer. Non, mais attends, je peux finir. Voilà, à lire, à comprendre les histoires qu'on raconte, cela peut déclencher beaucoup de choses en nous. Absolument. Et à revoir beaucoup de choses. Donc, je vais terminer par ça. C'est très important. C'est pourquoi l'écrivain a un rôle important. Merci beaucoup, en tout cas, M. Zoré, pour ce moment de partage et ce travail très bien fait. Merci, merci. Et à vous, chers téléspectateurs, vous le savez, on vous invite à lire de façon générale, à lire nos auteurs qui sont très talentueux. Et puis, on se dit à demain avec une thématique. On se parle demain, vous allez comprendre pourquoi. Prenez grand soin de vous. Merci beaucoup. Restez fidèles à BF1. Au revoir.